Un beau jour, ou peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormi, quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Je suis née le 30 novembre 1970 en Italie. Pourtant, mes deux parents sont suisses. Pourquoi en Italie ? Eh bien, parce que ma mère a aidé mon père à s'évader de prison. Et ils ont été se cacher, d'abord en France, puis en Italie. Et c'est là que je suis née. J'ai passé 3 ans là-bas. J'ai grandi auprès de ma mère surtout. Je me souviens très peu de ces 3 premières années. C'est donc la naissance. Ensuite, mes parents ont décidé de rentrer en Suisse parce qu'ils voulaient reconstituer la famille. Ma sœur était restée chez notre grand-mère. Et pour ce faire, il fallait que mon père aille purger sa peine. Et c'est ce qu'il a fait. Ils sont rentrés en Suisse. Mon père est retourné en prison. Et je me suis retrouvée avec ma maman, une grande sœur et une grand-mère que je connaissais très très peu. Une fois les problèmes résolus avec la justice, mon père est sorti de prison et ils ont décidé de réunir la famille en allant habiter dans un petit immeuble de 3 étages. Et moi, j'ai continué à grandir et j'ai découvert un petit peu ma sœur, un petit peu mon père, beaucoup ma mère avec laquelle j'ai vécu mes premières années, tout le temps avec elle. Lorsque on se retrouve en famille alors qu'on a eu une vie un peu clandestine, c'est quelque chose de relativement nouveau. Donc j'apprends un petit peu à connaître mon père, mais mon père a tendance à boire beaucoup. C'est quelqu'un de très travailleur, de très joyeux, quelqu'un qui est agréable, vraiment, les gens l'apprécient. Sauf que souvent, le soir, il sort avec ses amis et il boit. Et quand il rentre au milieu de la nuit complètement ivre, le lendemain, l'ambiance est absolument glaciale. Et mon père crie pendant des heures sur ma mère dans la cuisine. Ma sœur et moi allons nous cacher chacune dans notre chambre, complètement terrorisées. Mais je continue à grandir et je suis contente parce que j'ai ma maman, ma sœur et mon papa. Un jour, ma mère plutôt, part faire des courses et je me prépare pour l'accompagner. Et là, mon père me dit « Oh non, reste avec moi, me laisse pas seule. » Je me dis « Bon, je vais rester avec lui, j'ai 5 ans. Ça m'apprendra peut-être un petit peu à le connaître un petit peu plus. » Donc ma mère s'en va. Et une fois qu'elle est partie, mon père me demande de s'asseoir sur ses genoux. Je me dis, c'est cool, je vais avoir une petite dose de câlin, ça va être sympa, je vais être proche de mon papa. Alors il commence à poser ses mains un peu partout sur moi, et je vois son attitude changer. Je vois ses yeux qui sortent de ses orbites, je vois presque la bave aux commissures des lèvres, je le vois avoir une respiration qui devient haletante, et là, il pose sa main sur mon sexe. Ce jour-là, ma vie s'est arrêtée. La construction s'est terminée. Parce que quand on vit quelque chose comme ça, quand on a 5 ans, on ne sait pas ce qui se passe. On se demande, est-ce que c'est normal que tous les papas font ça à leurs enfants ? Est-ce que je dois rien dire ? En même temps, je ne suis pas à l'aise, j'aime pas. Je déteste ça. Ça m'empêche de respirer. Je suis vraiment pas bien. Et à l'intérieur, depuis ce jour-là, j'étais morte. Mais mon corps a continué à grandir. Mon intérieur était vide. Ces actes ont duré jusqu'à mes 14-15 ans. Là, j'ai compris que ce n'était pas normal, qu'on commence à avoir un corps de femme, on commence à savoir ce que c'est que la sexualité. Et là, j'ai réalisé ce qui m'était arrivé. Et je me suis dit non, c'est pas possible. Et depuis, j'ai eu
tous les jours envie de mourir. Je m'endormais le soir en espérant pouvoir ne pas me réveiller le lendemain matin. Parce que je n'arrivais pas à vivre. Et je ne savais pas vraiment pourquoi. Parce que personne ne m'en avait parlé. Donc je faisais ce que je pouvais. La sidération, la dissociation. On apprend à montrer qu'on va bien, alors qu'on ne va pas bien du tout. Et pourtant, on est encore une enfant. Lorsque j'ai eu 17 ans, je me suis dit, bon, là, il faut que je parle. Je ne peux plus garder ce secret en moi, j'en parle à quelqu'un de très proche. Et cette personne me dit, écoute, ce secret, on va le garder pour nous. Jamais on n'en parlera à personne, jamais. Je me suis dit, bon, ben, j'en parlerai pas. J'ai continué à avancer comme ça. À 18 ans, j'allais tellement mal que je me suis dit, bon, j'ai besoin de me prendre en main. Je vais voir un psychiatre. Et je lui dis, je vais pas bien. Puis il me dit, mais pourquoi vous n'allez pas bien? Je ne sais pas, je vais pas bien. Pas évident, mais vous pouvez pas m'en dire un peu plus? Je lui dis, mon père n'a pas été correct avec moi. Et là, il semble qu'il ait compris, parce qu'il a commencé à me demander des détails que j'étais incapable de donner. Mais j'ai vu sur son visage ce regard qu'avait mon père quand j'étais petite, ces yeux qui sortent des orbites, cette bave aux commissures des lèvres, cette respiration haletante. Je me suis levée, je suis partie. À 24 ans, j'en parle enfin à ma mère. Elle me dit, mais qu'est-ce que t'as? Ça va jamais, t'es toujours de mauvaise humeur, tu tires tout le temps la gueule, alors que t'as tout pour être bien. Qu'est-ce qui se passe? Et là, elle me tend une perche, je la saisis et je lui dis, papy n'a pas été correct avec moi. J'ai pas eu besoin de lui donner de détails, je pense qu'elle a compris. Et je pense que c'était tellement difficile pour elle qu'elle s'est mise également dans cet état de dissociation pour pouvoir supporter le choc. Et je me souviens très bien, ce jour-là, on devait se rendre à une fête de famille. Elle me dit, bon, écoute, on va aller à la fête de famille et puis on en parlera ce soir. Bon, alors toutes les deux, on met notre masque, le sourire, tout va bien, alors qu'on vient d'apprendre un truc énorme. Elle vient d'apprendre un truc énorme. On va à cette fête de famille, le soir, on se réunit. Elle nous confronte, mon père et moi. Mon père ne dit rien, il baisse les yeux, il dit ni oui, ni non. Et elle me dit, écoute, laisse-moi 2-3 jours, je vais réfléchir et on verra ce qu'on va faire. Au bout de 2-3 jours, elle me dit, alors, écoute, tu as 24 ans, tu es une grande fille maintenant, tu ne risques plus rien, tu es à l'abri. Alors, j'ai 2 solutions. Soit je le quitte, et à partir de là, il va faire encore plus de bêtises et ça va être encore plus dur pour toi. Soit je reste avec lui, et là, au moins, je peux surveiller ce qu'il fait, et ce sera plus prudent. Alors, qu'est-ce que tu choisis? Disons, maman, j'ai 24 ans, c'est pas à moi de choisir ça. Ok, je suis une adulte, mais non. Mais je ne savais pas quoi lui dire. Et je ne voulais pas qu'elle soit mal non plus, et je ne savais pas trop, donc je lui dis, reste avec lui. Et elle est restée avec lui. Je ne trouvais toujours pas le moyen d'exister, je ne savais pas comment remplir le vide qu'il y avait en moi, et je ne savais pas trop ce qui se passait en moi, je ne comprenais pas, puisque chaque fois que j'en parlais, je me retrouvais face à un mur et personne ne pouvait m'aider. Alors, je me suis dit, il faut que je trouve le moyen d'exister. Je me suis inscrite à l'élection de Miss Suisse romande, puis de Miss Suisse, alors que je n'étais pas du tout du milieu. Je me suis retrouvée balancée dans ce truc, et j'ai été élue. Et là, du jour au lendemain, j'avais tous les yeux braqués sur moi, j'avais tous les photographes à mes pieds. Je me suis sentie exister. Sauf que très rapidement, j'ai compris que c'était très futile, c'est très superficiel. Les feux des projecteurs, ça ne réchauffe pas du tout, pas à l'intérieur en tout cas. Donc j'ai toujours cherché ce moyen d'avoir un peu de reconnaissance que je ne trouvais pas. À 26 ans, je vais voir un avocat, parce que j'en veux plus, et je veux déposer plainte contre mon père. C'était en 1996. Mon avocat étudie mon dossier et me dit « Désolé, à quelques mois près, il y a prescription. Vous ne pouvez rien faire. » Ok, bon, je continue à aller mal. Je suis des thérapies, quand même.
On me dit que je suis dépressive, maniaco-dépressive, bipolaire, on me sort toutes sortes de trucs. Et évidemment, en thérapie, je n'étais pas capable de dire pourquoi j'allais mal, puisque moi-même, je ne savais pas pourquoi j'étais si mal. Puisque j'ai appris à vivre avec, à faire comme si tout était normal. Puisqu'il ne fallait pas le montrer à ma mère, il fallait le montrer à personne. Donc c'était une vie très joyeuse à l'extérieur, mais détruite à l'intérieur. Lorsque j'ai eu presque 30 ans, j'en avais tellement marre. C'était tellement difficile que pour supporter la douleur, souvent je me tailladais les avant-bras pour voir couler le sang, pour que la douleur devienne réelle, que ce ne soit pas une douleur simplement intérieure. J'avais besoin de la voir, de sentir, de savoir pourquoi j'avais mal, mais je ne trouvais pas de réponse. Alors j'ai décidé d'en finir avec la vie, et je me suis ratée. J'ai passé quelques jours dans le coma à l'hôpital, et quand je me suis réveillée, ma première réaction, c'était de dire « mais pourquoi je suis encore là ?» Donc, ça a toujours été une destruction, une impossibilité de vivre, une difficulté à m'associer à des proches, parce que dès que je suis proche, c'est dangereux. Mais j'ai quand même essayé d'avoir une vie normale, alors je me suis mariée, je me suis dit, tiens, je vais essayer de faire comme tout le monde. Vu que je fais semblant, je vais faire semblant aussi. Hein. Et à 36 ans, j'ai eu un petit garçon. Et là, c'était la révélation. Parce que pour la première fois de ma vie, j'avais dans mes bras un être vivant, un être humain, en qui je pouvais avoir totale confiance. Et c'était absolument magnifique. Évidemment, mon mariage a pris l'eau, mais j'ai remis le couvert juste après. Et j'ai eu une petite fille qui a maintenant 4 ans, et à nouveau, un deuxième être sur cette terre en qui je peux avoir totale confiance. Il y a 2 ans, j'ai appris que mon père continuait ses agissements. J'avais espéré que non. Mais au fond de moi, je sentais qu'il y avait quand même quelque chose de pas normal. Et là, c'était la dégringolade. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des associations, qu'il y avait des gens qui étaient là pour aider, qu'il y avait des thérapeutes formés à ce genre de problème. Et je me suis dirigée vers ces gens-là pour essayer de trouver du soutien. Et j'ai donné un peu de force à cette dernière petite victime de déposer plainte. Il l'a fait, j'en suis très fière. J'ai déposé ma plainte en même temps que lui, et elle a été entendue. Alors si je suis là ce soir, ce n'est pas pour me plaindre. C'est simplement pour vous dire que si vous faites partie de ces gens-là, si vous avez un traumatisme, si vous avez vécu quelque chose de très difficile, ne gardez pas ça en vous. Il faut vider l'abcès, il faut déposer le fardeau au bord de la route, et puis essayer de continuer à avancer. Peu importe les dégâts, vous n'êtes pas responsable des dégâts, donc faites-le. Déjà une libération. Ensuite, c'est important de prévenir nos enfants. Et je trouve qu'il devrait être obligatoire d'avoir au moins un cours dans une vie d'un enfant pour savoir que papa ou maman ou tonton ou tata ou le frère n'a pas le droit de toucher les endroits qui sont à toi sur ton corps. C'est intime. Personne n'a le droit. Si j'avais eu ça, j'aurais peut-être pu dire non. Un enfant averti saura peut-être dire non. Et puis, juste imaginez que quand vous entrez dans une classe, là, maintenant, vous ouvrez la porte de la classe, vous rentrez, il y a au moins un enfant en ce moment qui est victime d'abus sexuels. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. Et par rapport à la prescription, ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est très bien. Depuis 2008, les actes d'ordre sexuel sur les enfants sont imprescriptibles. Mais qu'en est-il des anciennes victimes? Quand on connaît les problèmes de la mémoire traumatique, de la mémoire amnésique, de la destruction qui se fait à l'intérieur du cerveau, c'est scientifiquement prouvé. Lorsque vous vivez un acte d'ordre sexuel, lorsque vous êtes un enfant, vous avez une partie du cerveau qui est détruite. Alors après, il faut avancer et apprendre à vivre avec. C'est comme s'il vous manque une jambe. Vous continuez à avancer, mais pour avancer, vous mettez une prothèse. Mais vous ne marcherez jamais comme quelqu'un qui a 2 jambes. Et là, c'est la même chose. Il manque quelque chose au cerveau pour pouvoir avancer de manière logique. Le cerveau n'est plus sain, il a été détruit. Et souvent, les gens parlent des années plus tard, parce que, comme moi, par exemple, j'ai toujours été mal, je ne savais pas pourquoi j'étais mal, et c'est quand j'ai compris pourquoi j'étais si mal que j'ai pu me prendre en main et aller voir des spécialistes pour soigner ce genre de problème. Alors, je ne pense pas qu'on puisse aller bien, mais je pense qu'on peut aller mieux. Et ça, il ne faut pas le rater. Et la prescription, il faudrait actuellement quelqu'un qui est âgé de 28 ans et plus
n'a pas la possibilité de se faire entendre par la justice. Il faut absolument qu'il y ait une imprescriptibilité rétroactive pour tout le monde, pour tout le monde. Donc, ce que je voulais vous dire ce soir, c'est qu'ici, je sais qu'il y a tout le monde qui a une croix. On a tous une croix, une grande, une petite, une lourde, une légère. On a des traumatismes, on n'en a pas, mais on a tous vécu, ici, dans cette salle, vous avez tous vécu quelque chose de difficile. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous avez eu la chance de venir sur cette terre. Vous avez eu la chance de naître, donc vous n'avez qu'une seule vie. Et cette vie vous appartient, rien qu'à vous. Personne n'a le droit de vous la voler.